Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, vous qui nous écoutez, vous aussi présents dans le studio. Bienvenue dans l'épicerie culturelle du territoire, où pour reprendre une expression de Baudelaire, on aime s'enivrer de vertu. Alors aujourd'hui, nous allons franchir les portes des palaces d'Aix-les-Bains à la Belle Époque. Et pour ce retour dans le temps, j'ai à mes côtés deux passionnés et spécialistes de l'histoire d'Aix-les-Bains. Béatrice Drouin-Charnot, bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes vice-présidente de la Société d'art et d'histoire, ancienne guide de la ville d'Aix-les-Bains. Serge Sueur, président... Bonjour. Bonjour Serge, vous êtes président de l'association des Amis des Palaces Rossignoli. Oui. Et avec vous et grâce à vous, nous allons partir en voyage à la Belle Époque, croiser les têtes couronnées et une riche clientèle qui foulait les palaces de la ville d'Aix-les-Bains. Alors débutons en musique et laissons-nous emmener avec La Belle Vie de Sacha Distel. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, vous venez de franchir les portes de l'épicerie culturelle du territoire. Je suis toujours avec Béatrice Drouin-Charnot et Serge Sueur, deux passionnés et spécialistes du patrimoine aixois, qui vont nous raconter la fabuleuse histoire d'Aix-les-Bains à son heure de gloire et de ses palaces. Alors, il s'appelait le Splendide, le Royal, l'Excelsior, construit au tournant du 19e et 20e siècle, mais aussi le Bernascon, l'Hôtel de l'Europe, et on en compte d'autres encore. Ces palaces étaient fréquentés par toute l'aristocratie de l'époque et un bon nombre de têtes couronnées. On y a vu la reine Victoria, l'impératrice Sissi, en passant par le roi de Grèce, le Maharaja de Baroda. On peut dire qu'Aix-les-Bains était the place to be avant que le thermalisme de masse se développe à partir des années 60. Alors, je me tourne vers mes invités. Pour commencer, Béatrice Drouin-Charnot. Alors, pour vous resituer, Béatrice, vous avez été guide de la ville et vous êtes aujourd'hui membre très actif puisque vous êtes vice-présidente de la Société d'art et d'histoire de la ville d'Aix-les-Bains. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être la vocation de la société ? La Société d'art et d'histoire d'Aix-les-Bains a pour mission de faire connaître et puis promouvoir, protéger, diffuser largement la connaissance de l'histoire, mais aussi du patrimoine, et également une page artistique de la ville d'Aix-les-Bains. Donc ça se traduit par des voyages, des conférences, des publications. C'est la Société d'art et d'histoire qui a publié le premier travail de Serge sur les palaces Rossignoli. Dans le cadre de notre revue, en général, il y a 2 numéros par an. Voilà. Et vous travaillez avec le musée Fort aussi, j'imagine, pour des expositions, Bien sûr, le musée accueille certaines expositions que la société fait. Il y a une étroite collaboration, puisque c'est vrai que dans Société d'art et d'histoire, il y a cette page des arts qui est importante pour nous aussi. Et certaines expositions ont lieu au musée, bien sûr. Alors, je crois que la ville d'Aix-les-Bains a très peu de secrets pour vous, puisque vous avez été ancienne guide il y a quelque temps. Est-ce que, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette expérience-là ? Quels souvenirs vous en gardez ? Un souvenir absolument extraordinaire. Le travail de guide est un travail fantastique parce qu'on est en médiation. Nous ne sommes pas des historiens, c'est pas nous qui assurons les recherches, on s'appuie sur les recherches, merci Serge. Et puis on est là pour transmettre à un public. Et moi j'ai toujours trouvé qu'on avait la chance inouïe par rapport à un enseignant d'être dans la phase plaisir. On ne demande pas qu'ils retiennent ce qu'on leur apprend. On est là pour faire voir. Je crois que c'est la première mission d'un guide, faire voir, faire revivre, donner une dimension réelle à ce patrimoine qui peut quelquefois être silencieux, pas toujours mis en valeur, et c'est un métier de rencontre fabuleux, ça c'est certain. Alors j'imagine que vous avez dans votre programme été guide pour les palaces ?
Bien sûr, ça fait partie des éléments du patrimoine que nous avons eu à cœur de faire visiter, et ce, dès l'origine des visites guidées. On est en 1990. Allez, je vais peut-être encenser l'animation du patrimoine à Aix, mais au moment où on a commencé les palaces, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont dû se dire « mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ?» Et j'imagine qu'on a, d'une certaine façon, par nos visites régulières et toujours pleines, contribué au renversement du regard des Aixois sur ce patrimoine fabuleux. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on parle palace. Alors, dans quel contexte les palaces ont vu le jour ? Je pense que pour bien comprendre cette histoire des palaces et pourquoi à Aix on a des palaces, enfin certains peuvent peut-être se poser la question, d'autant plus que leurs silhouettes majestueuses, ostentatoires sont là, toujours, mais silencieuses. Il faut pousser les portes pour assister et découvrir des décors fabuleux, et puis il faut avoir quelqu'un qui vous en raconte l'histoire. Or, en fait, ces palaces, ils ont une réalité importante pour Aix, et peut-être pour comprendre pourquoi ici à Aix, dans cette petite ville, je parle de la fin du 19e, on a eu ces bâtiments complètement surdimensionnés. Le 19e est un siècle riche qui voit le développement de très nombreuses activités. On va parler du tourisme, le développement de la villégiature. On n'était pas en congé payé à l'époque, on allait en villégiature. Et puis, bien évidemment, les voyages, le rôle essentiel, mais je pense qu'on en reparlera, du chemin de fer. Et puis l'industrialisation. Pourquoi l'industrialisation ? Parce qu'elle va permettre à des bourgeois de s'enrichir, industriels et banquiers. Le tourisme se développe à ce moment-là. Merci messieurs les Anglais pour ce bel anglicisme, puisque tourisme vient bien d'un mot anglais, tour, ce voyage initiatique, de tout jeune étudiant britannique qui part à la découverte de nouveaux pays. Et de ce mot tour viendra touriste et tourisme. Donc ça déjà c'est important. Dès le 18e, nos aristocrates, ils commencent à se bouger un peu et ils aiment beaucoup aller prendre les eaux. Ils vont alors prendre les eaux, c'est oui. Quel sens ça a à cette époque ? Prendre les eaux en cette fin de 18e, début 19e, c'est se retrouver dans ces lieux au prétexte d'une eau thermale. On est baigneur ou buveur d'eau, on va prendre les eaux, qui n'est pas une obligation, mais on se retrouve dans ces petites villes pour un temps de détente, de convivialité, de communion avec la nature. Donc c'est plus quelque part un bien-être qu'une méthode thérapeutique ? Oui, c'est beaucoup du bien-être, bien évidemment. C'est aussi un moment où, pour la France et pour Aix, je vous le rappelle, c'est la fin de la Révolution. Goûter le simple bonheur d'être en vie, c'est déjà énorme. Et le faire en communion avec une nature qui est totalement en communion avec vos bouleversements intérieurs, ça vous remet en forme, dirait-on aujourd'hui, même si cette expression n'a aucun sens début 19e. Je vous rappelle les atouts de notre petite ville, petite, montagne, lac, abbaye d'Hautecombe, en ruine. Vous imaginez tout ce qui va séduire ces aristocrates qui viennent prendre ce temps de détente au prétexte de l'eau thermale. La ville d'eau, puisqu'on parle de ville d'eau à ce moment-là, elle est thermale à l'origine. La montée en puissance de la ville d'eau balnéaire, elle se fera après la Restauration. On va commencer à aimer les bains de mer. Mais mettez bien toujours en parallèle la ville d'eau thermale et la ville d'eau balnéaire. On va prendre les eaux, qu'elles soient thermales ou maritimes. Alors ils viennent d'où ces comment on peut dire, comment on les appelle ? Les étrangers. Les baigneurs. Alors, on est baigneurs ou buveurs d'eau à Aix. Dès que vous n'êtes pas aixois, vous êtes étranger. Donc, un Chambérien qui vient à Aix, c'est un étranger. N'y mettez pas encore aujourd'hui cette connotation très négative que nous donnons à ce mot. Dans tous les récits de la ville, on parle des étrangers. Ils viennent de l'Europe. Ils viennent de partout. Et la ville d'eau devient vraiment un haut lieu de sociabilité. C'est aller prendre les eaux, il faut en avoir bien conscience, début 19e, c'est la première forme de tourisme. Un tourisme qui s'adresse aux grands de ce monde, ceux qui détiennent le pouvoir, la fameuse tête couronnée, mais également les industriels,
industriels et les banquiers. Il faut être là parce que ça se passe là. Alors, j'ai vu qu'il y avait un lien d'ailleurs entre Paris, c'est-à-dire quand il y avait des spectacles à Paris, il y avait un lien entre la ville d'Aix suite à la programmation à l'opéra. Quand les opéras, les concerts fermaient en saison d'été, ils venaient ou à Biarritz, ou à Aix-les-Bains, ou à Vichy. Donc à Aix-les-Bains, on avait, je crois que c'est Colonne qui venait, qui était le grand chef d'orchestre de l'époque. Donc on avait effectivement des compagnies complètes qui venaient passer la saison. Donc la programmation de Paris descendait sur Aix-les-Bains, c'est ça ? C'était la tournée en fait des... Incontournable. Oui. Incontournable. Et ce qui fait que ces aristocrates se retrouvaient dans un milieu connu et pratiquement entre eux aussi. C'était pas le voyage Guy de Routard, hein. On était entre soi, dans des hôtels partout les mêmes. Ça aussi, faut bien l'enregistrer parce que voilà, ils étaient entre eux. Et puis, il faut bien comprendre aussi que dans la ville d'eau, il y a cette notion de tourisme. Mais on étudie une ville d'eau, et ça, c'est une clé pour quand les gens se promènent partout en France. Vous avez ce qu'on appelle la trilogie thermale. Alors là, c'est pas poétique pour un sou, mais la trilogie thermale, c'est l'établissement des bains, que ce soit les bains de mer ou les thermes, le casino, lieu du divertissement, et les hôtels, lieu de l'hébergement. C'est ce qu'on appelle une trilogie thermale. Moi, je trouve qu'un tabouret à 3 pieds, c'est pas stable. Donc moi, j'aime bien y rajouter un 4e élément, qui est la nature. Ne jamais oublier cette part essentielle de la nature. Dans la station balnéaire, vous avez le front de mer qui vous permet de contempler l'immensité de la mer. La station thermale, elle est repliée sur elle-même, autour de ses sources chaudes, mais dans un cadre naturel important. Et le rôle de la nature, je finis juste, excusez-moi, permet d'ancrer cette ville d'eau dans un territoire. Et d'ailleurs, on peut aussi s'interroger du fait que finalement, elle est quand même un peu excentrée sur le lac. De quelle manière, finalement, les palaces n'étaient pas au bord du lac ? Pour la bonne raison qu'on n'est pas une station balnéaire, mais une station thermale, et que la première richesse d'Aix-les-Bains, ce sont ces sources d'eau chaude. Les Romains ont construit leur ville près de l'eau thermale. C'est la première richesse de la mer, d'Aix-les-Bains. Aix prendra sa dimension lac pendant le 19e, derrière les romantiques qui vont aller chercher ces émotions sur le lac. Et puis un bord du lac qui aujourd'hui est extraordinairement aménagé, mais qui autrefois était marécageux, gorgé d'eau, sans aménagement. Donc on allait au grand port ou au petit port, mais on n'allait jamais de l'un à l'autre par le bord du lac. C'était impossible. Et les gens ne nageaient pas. Donc il n'y avait pas un intérêt particulier à essayer de trouver une plage. Même sur la Côte d'Azur, on n'y allait pas pour se baigner, on y allait l'hiver parce que le climat était bon. Alors je reviens sur ce que disait Béatrice. Elle a trouvé 3 dimensions. Je rajouterais, quand on parle de façon spécifique à Aix-les-Bains, mais c'est vrai aussi pour quelques autres villes d'eau, il y avait aussi toutes ces animations ou ces sports amenés notamment par les anglo-saxons. Donc une ville d'eau telle qu'on la concevait à Aix-les-Bains, Baden-Baden et d'autres villes, c'était un golf, c'était un hippodrome avec d'élevage des chevaux et des chevaux de course, et puis le tiercé ou les premières courses de l'époque, l'aviron. Les Anglais nous ont appelé l'aviron. La plage des ruines, comme disait Zexois, mais qui est en fait la plage du rowing. Rowing, c'est l'aviron en anglais. Ah oui. Voilà, donc c'est les Anglais qui nous ont apporté, ou du moins la ville d'Aix a été obligée de se doter de ces infrastructures relativement tôt, déjà je pense vers 1900. Béatrice va confirmer, mais Aix-les-Bains, très très tôt, s'est mis au sport anglais, parce qu'on a commencé par avoir 5 000, 6 000 Anglais, et nous sommes montés à 13 000 Anglais et 3 000 4 000 Américains par saison d'été. La ville d'Aix avait 6 000, 7 000 habitants, 8 000 en 1914. C'est énorme, en proportion. Je vais laisser la parole à Béatrice. Juste, je rebondis quand même sur ce que vous avez dit, Serge. Il y avait aussi, par rapport aussi au sport, je crois que le Revard aussi était très investi, puisqu'il y avait une patinoire, il y avait aussi le téléphérique. La crémaillère d'abord. La crémaillère, la crémaillère d'abord. Ça, on est 1909. Ouais, c'est quand même un petit peu après. C'est après. Mais effectivement, la crémaillère, c'est plus tôt, c'est 1892. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de noter que Aix, puisqu'on va parler maintenant spécifiquement de notre petite ville, Aix s'est reliée à sa montagne beaucoup plus tôt qu'à son lac.
puisqu'on a le chemin de crémaillère en 1892. Alors pourquoi la montagne et pas le lac ? C'est vrai qu'aujourd'hui on peut se poser la question, mais parce que tout simplement on est aussi dans un développement de la médecine hygiéniste et on va respirer le bon air de la montagne. Il y a des personnages incontournables à Aix. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans les palaces, la fête, le faste, les têtes couronnées. Il y a des personnages à qui il faudrait rendre hommage un jour, ce sont les médecins. Les médecins d'Aix, au 19e, ils ont fait Aix-les-Bains. D'abord, ils ont multiplié les techniques thermales pour montrer l'importance des soins. Alors Béatrice, on a dit qu'on ferait une émission à ce sujet. Voilà, mais je crois que ça en vaut vraiment le coup, parce que quand vous prenez n'importe quel équipement, vous verrez qu'à la base, il y a un médecin. Donc, ils font évoluer les techniques thermales, ils assurent la promotion des soins. Pourquoi on a eu tous ces Anglais ? C'est pas que tout d'un coup, ils ont découvert Aix-les-Bains, mais c'est que vous avez un médecin anglais qui a découvert les eaux thermales d'Aix-les-Bains, le Sir Alfred Garreau, et puis tous nos médecins aixois qui parlaient tous couramment anglais. L'hiver, comme il n'y avait pas de soins, ils partaient assurer la promotion des eaux d'Aix-les-Bains, créant des partenariats avec les médecins anglais. Il y avait un rôle extrêmement important des médecins. Donc avant de revenir dans les flonflons de la fête, les bals, le casino, les palaces... Moi, ça m'intéresse quand même, le flonflon. Mais c'est sympa, vous avez raison. Mais ces médecins, ils ont joué un rôle déterminant. Prenez n'importe quel club sportif, à la base, il y a un médecin. Pourquoi ? Parce qu'il faut que leurs clients restent longtemps et soient contents. Et comme les liens avec l'Angleterre, Royaume-Uni plus exactement, sont immenses, on adapte au goût des Anglais, d'où le golf, très tôt, d'où l'hippodrome, très tôt, d'où l'aviron, la voile, le tir au pigeon. Il y avait un tir au pigeon à Aix-les-Bains, c'est faire partie du top 10 des villes d'eau à la fin du 19e, que d'avoir un tir au pigeon. Voilà, donc il y a toute cette ouverture à l'Europe qui fait que, en raison de la qualité des soins préparés par nos médecins, et du cadre exceptionnel, et du développement de toutes ces nombreuses activités, on pouvait envisager un séjour de 2, 3, 4, 5, 6 semaines sans s'embêter à Aix-les-Bains, puisqu'en plus, il y avait la dimension divertissement avec le casino. Alors, est-ce que toute cette clientèle prestigieuse de Palace, en fait, faisait le tour des villes thermales ? Parce que qu'est-ce qui... Finalement, Aix-les-Bains était comment par rapport aux autres villes thermales ? Est-ce qu'il y avait... Vous avez une aristocratie au 19e, avant de parler des industriels et des banquiers, qui est très itinérante. Elle pérégrine au rythme de ses loisirs entre les stations thermales, les villes balnéaires, et elles aiment à se retrouver dans ces lieux où effectivement elles vivent toujours un petit peu la même chose, et peu importe la raison finalement. Et c'est vrai qu'elles ont impulsé un mouvement d'équipement qui sont partout les mêmes. En fait, que vous soyez à Deauville, à Cabourg, à Vichy, à Biarritz, à Nice, à Cannes, à Menton, vous avez les mêmes bâtiments, les mêmes architectures ostentatoires, ces mêmes façades un peu... l'architecture thermale et balnéaire, c'est un grand cri de joie. C'est une architecture festive, il faut bien le voir. Donc les modèles ont bien circulé partout. Et ce qui fait la différence, et que vous êtes à Aix, et pas à Menton, et pas à Vichy, c'est cette espèce d'écrin de verdure, les parcs des palaces, qui les enracinent dans leur territoire. C'est pour ça que la nature devient un élément du patrimoine. Et vous avez un dialogue qui s'instaure. Amusez-vous à le capter, ce dialogue, quand vous vous promenez dans les rues d'Aix. Cette architecture ostentatoire, regardez en détail ces bâtiments. Imaginez que le splendide 1884 est construit dans une ville qui a 6000 habitants maximum. Vous imaginez là le décalage ? Eh bien, ces architectures sont toujours adoucies par le dialogue avec la végétation. Et ça, c'est un élément très percutant. La ville d'eau est une ville jardin. On s'y promène. Pourquoi ? Parce qu'on y rencontre encore du monde. Ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, on est chacun sur soi. En plus, avec ce qu'on vient de traverser, encore plus. Mais rencontrer du monde, c'est la base de la sociabilité des villes d'eau. C'est évident. Et toute l'architecture nous en parle. On en reviendra tout à l'heure. Pour compléter ce que dit
Béatrice, quand on venait à Aix-les-Bains, Léon étant les aristocrates, on venait à Aix-les-Bains pour être vu et le faire savoir. C'était la phrase type de l'époque. Donc, dans tous ces grands hôtels et grands palaces, vous verrez qu'il y a relativement très peu de grandes terrasses. Il y a par contre tout le temps des balcons, alors que vous allez dans une ville comme Lyon, il y a peut-être 200 balcons en tout et pour tout, donc c'est une ville où il y a des fenêtres, mais c'est tout. Nous, il y avait des balcons parce qu'il fallait se mettre au balcon et on savait que vous étiez là. Quand un aristocrate... Donc plus qu'un hébergement, c'était une parade. Oui. Et puis on retrouvait justement monsieur le sénateur de tel endroit, l'industriel, le vicomte ou autre. Alors prenons par exemple au Splendide, mettons que monsieur et madame la marquise arrivent. Monsieur le marquis descendait voir le concierge d'or, celui qui est capable de parler 4 langues et qui a toutes les adresses de la planète. Et là il disait, je voudrais faire savoir à mes confrères qui sont dans les autres hôtels que nous venons d'arriver au Splendide. Je souhaiterais organiser un apéritif sur le perron du 2e étage. Et on donnait de l'argent au concierge, un certain nombre de pièces d'or en Napoléon ou autre, et le concierge faisait imprimer les bristoles, allait faire distribuer dans tous les autres hôtels pour dire monsieur et madame le marquis feront de l'apéritif. Ah oui, c'était vraiment toute une organisation. Sur un palier de palace. C'est très chic. Ça nous permet peut-être de revenir un tout petit peu à cette invention fabuleuse qui fait partie de notre vie quotidienne aujourd'hui, qui est l'hôtel. C'est vrai qu'on le pratique tous, on sait ce que c'est, mais c'est aussi une création du 19e. Avant, il y a des auberges, il y a des relais de poste. Et quand on est un aristocrate, jamais on ne descend à l'auberge, bien sûr. On va chez des amis, on descend de château en château. Et à Aix, c'était bien chez l'habitant qu'on était sûr de trouver confort et propreté. Je vous rappelle juste qu'Alphonse de Lamartine est venu en 1816 et descendu à la pension Perrier. Le bon vieux docteur Perrier, dans sa belle maison derrière les Ternes, a de la place et il reçoit les étrangers. Oui, parce qu'il y avait les hôtels, les palaces, mais aussi les villas. Oui, il n'y avait pas encore les grands hôtels. Les grands hôtels apparaissent beaucoup plus tard. Ah, c'était les pensions alors. L'hôtel apparaît vraiment à partir de 1830 et on va voir un espèce de partenariat commercial bien solide entre la promotion hôtelière et la promotion ferroviaire. Là encore, tout marche ensemble. Je vous rappelle simplement de cette importance, ce paraître. À Aix-les-Bains et en général, dans les villes d'eau, l'hôtel, à l'origine, est au centre-ville. Les premiers hôtels aixois, construits ex nihilo, et non pas une auberge qui évolue, c'est le Grand Hôtel. Quand il a ouvert ses portes, on est dans les années 1850, il s'appelle l'Hôtel Royal. Bien sûr, on n'est pas encore français, donc il s'appelle l'Hôtel Royal. Il a une forme caractéristique des hôtels du centre-ville. C'est un hôtel qui s'organise autour d'un grand puits central. Dans la terminologie officielle de l'architecture, ça s'appelle un hôtel avec atrium sous verrière. On rentre dans cet hôtel, donc avec lumière tamisée par cette verrière qui donne une espèce d'atmosphère feutrée. La réception, toujours discrète, qui distribue les différentes fonctions de l'hôtel. Et puis le puits central est ceinturé par les coursives qui desserrent les chambres. Ça peut paraître étonnant parce que il y a des chambres au nord, il y a des chambres au sud, il y a des chambres face au lac, il y a des chambres face à rien du tout. Donc il y a une espèce de discrimination des chambres. Mais cette coursive centrale permet la déambulation. Fermer sa porte, c'est presque mal élevé. Et puis ça permet aussi de se pencher depuis son balcon. De montrer ses toilettes. Oui, mais de remarquer, mais Marie-Pia du Portugal... Le grand banquier J.P. Morgan, qui est fidèle à Aix-les-Bains, Serge nous en reparlera sûrement, ils sont là. Ouf, j'ai choisi le bon hôtel, puisque eux y sont. Et on va voir petit à petit l'architecture hôtelière évoluer, avec justement l'arrivée des palaces. Alors le palace, c'est quelque chose de plus tardif. On est entre 1880 et 1914, à Aix, mais aussi de façon générale. Et les palaces, ils vont gagner les coteaux. Et à ce moment-là, c'est plus du tout la même organisation architecturale. C'est un bloc, un carré, un rectangle, avec une rue centrale, et qui permet de mettre, côté vue, toutes les belles chambres, et à l'arrière, l'entrée, l'escalier
les salles de service et les chambres de moindre importance. C'est basique, hein, l'architecture. C'est très basique. Et les chambres qui étaient à l'arrière, c'était les chambres des courriers. Parce que comment ça se passait à l'époque, ça c'est des choses qui ont disparu. Ces gens de l'aristocratie ne s'embêtaient pas à aller chercher de l'argent à la banque, venir dans une ville, aller à la banque, etc. Ils avaient un courrier. Le courrier était chargé d'organiser le séjour. Si on prend un milliardaire américain qui part du lac de Garde, en Italie, va avoir son courrier, qui va être par exemple le jeune Rossignoli. Eh bien, ce jeune Rossignoli, courrier du milliardaire américain Jesup, lui, il a une certaine somme d'argent, c'est assez colossal. Il va trouver les trains, il va faire l'itinéraire, il va trouver les amusements, etc. Et c'est comme ça que Rossignoli va arriver avec son milliardaire d'américain à Aix, va lui faire découvrir toute cette région et que Rossignoli aura l'idée de venir s'y établir. Alors Serge Sueur, je vous coupe. On va marquer une pause en musique et vous nous raconterez tout sur les Rossignoli. Bien entendu. Avec, je vous propose d'écouter Les Palaces de Brigitte Fontaine. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour et rebonjour pour ceux qui nous rejoignent. Vous venez de franchir les portes de l'épicerie culturelle du territoire. Je suis toujours en présence de Béatrice Drouin-Charnot, Serge Sueur, et aujourd'hui il est question de palace, de ce sujet passionnant. Alors on a vu dans une première partie le contexte, dans quelle manière en fait la ville d'Aix-les-Bains a vu fleurir cette notoriété auprès d'une clientèle richissime qui est venue séjourner pour prendre les eaux. C'est bien comme ça l'expression ? C'est bien. Hein ? J'ai eu un petit doute. Alors Serge Sueur, donc vous êtes président de l'association des Amis des Palaces Rossignoli. Donc les Palaces Rossignoli qui sont le Splendide 1884, l'Excelsior 1906, puis le Royal qui sera le dernier des 5 palaces aixois qui a été ouvert en 1914, quelques jours avant la Grande Guerre. Alors c'est vraiment un sujet qui vous passionne. À tel point que vous habitez un appartement aujourd'hui d'un des palaces. Splendide. Et c'est vrai que j'ai découvert ces palaces lorsque, encore scolarisé, ayant réussi un concours et pour me payer un petit peu quelques vacances, j'ai commencé par faire un job d'été. Ce job d'été, c'était chez un architecte qui s'appelait Poli et Marin. C'était donc le frère de l'agence Marin. Et un jour, Monsieur Poli, l'architecte, vient en me disant « Serge, prends un décamètre, prends de quoi noter. Le frère de mon associé, Monsieur Marin, a des palaces à vendre. » Nous sommes en été 1966. Le Splendide vient de fermer. Et je monte avec mon décamètre. Et mon but était de remplacer toutes ces suites, ces chambres, etc. en appartements, en essayant de créer une cuisine, en essayant de créer des conduites d'eau, en essayant de mettre des compteurs électriques, compteurs d'eau chaude. Voilà, donc j'ai démarré comme ça. J'ai connu comme ça ce Splendide et je me suis dit, un jour, il faudra que je revienne y vivre. Finalement, vous êtes au démarrage même de la transformation de ces palaces en appartements. J'ai vu la fermeture donc du palace. Alors, combien on peut compter d'appartements dans ces palaces ? Alors, pour l'instant, nous sommes 90 environ copropriétaires au Splendide, 40-44 au Royal et 27 à l'Excelsior. Mais si vous voulez, à l'époque, on parlait de fenêtres parce que c'était fiscal, d'ouverture, et puis on parlait surtout de capacité de chambres. Alors on pourrait dire par exemple qu'un hôtel faisait 120 ou 180 chambres. Mais là encore, c'est très, très difficile à imaginer et j'ai mis longtemps à comprendre comment on vivait dans les palaces. En réalité, il n'y avait pas 180 clients. Quand on voit les dimensions des salles de restaurant, les gens étaient assez peu nombreux. D'abord, une famille qui arrivait, une famille aristocrate, arrivait avec monsieur, madame, parfois les enfants, le domestique de monsieur, la domestique de madame, le chauffeur, et puis encore ou deux plus de domestiques, puis le courrier. Donc ça faisait du monde, mais ils vivaient soit dans l'annexe, qui est devenu maintenant l'hôtel Le Manoir, soit dans les étages. Sinon, la famille aristocrate prenait une pièce centrale, demandait
au propriétaire du palace d'enlever les meubles, d'enlever les lits, de faire un salon de réception, la chambre de monsieur, la chambre du domestique de monsieur à côté, la chambre de madame, ça Parce faisait que déjà une suite de 5 pièces pour une famille. Alors, plus les autres pièces pour le généralement, excusez-moi, je vous coupe, généralement, ils arrivaient pour combien de temps? Ils restaient combien de temps? C'était des séjours... je dirais la jauge, si on reprend le terme de maintenant, la jauge de l'époque, c'était 3 semaines parce que les médecins avaient imposé ce laps de temps de 3 semaines une cure thermale. Donc, en général, on calait sur 3 semaines. Et quand Sissi, impératrice d'Autriche, vient, elle vient pour une seule semaine. Elle est reçue par Léopold II de Belgique. Ça paraît surprenant, mais il faut savoir qu'ils ont marié leurs enfants ensemble quand même. Et Léopold dit à Sissi, mais écoute, tu vas pas rester avec ton train garé là, parce qu'elle venait avec son train personnel et son wagon de musculation. Et donc, l'hôtelier organise au 3e étage, face au lac, une suite de 3 pièces pour Sissi, entièrement refaite, repeinte, réaménagée pour l'impératrice. Mais ça me semble incroyable. Combien de temps on mettait justement pour mettre au bout de... Il y avait l'électricien, le plombier, il y avait le menuisier, l'ébéniste dans les sous-sols. Donc juste pour une semaine Oui. Il y avait 140 personnes employées. Oh là là, c'est incroyable. C'est même un des critères aujourd'hui pour juger un palace. C'est le rapport entre un client et le nombre de personnel. Aujourd'hui, dans les hôtels, on voit personne, on met des cartes et c'est fini. Un palace, c'est énorme, hein, le rapport. Donc le rapport, c'était combien? On avait combien en personnel? Il fallait un employé par capacité de client. D'accord. Ça, c'était palace. Plus une taxe de séjour colossale. Les 5 palaces d'Aix-les-Bains représentaient 60% de la recette de la taxe de séjour. 5 palaces, alors qu'il y avait 64 autres hôtels. Ça vous donne une idée. Donc ça nourrissait la ville. Et les emplois aussi. Les 5 palaces d'Aix-les-Bains devaient employer 600-700 personnes. Alors, tous les palaces n'étaient pas des palaces Rossignoli? Alors, si on reprend l'histoire, Rossignoli, Gaudens Rossignoli, donc ancien courrier, commence par acheter un hôtel qui s'appelle l'hôtel Bristol et de Venat. Un hôtel qui existe, qui est en cours de démolition malheureusement maintenant. Qui vient d'être démoli. Le premier ancien hôtel aixois vient d'être démoli. Quel dommage. Et il avait déjà, avant 1881, il avait déjà le télégraphe et le téléphone, alors que la ville d'Aix n'avait même pas de centrale téléphonique. Donc c'était un homme avant-gardiste, Gaudens Rossignoli. Et en discutant avec ses clients, dont le prince de Galles, il s'est rendu compte que les clients trouvaient que dans la ville d'Aix-les-Bains, les rues étaient étroites. Il y avait les charrois, les porteurs, les landaux, les carrosses. Tous ces gens-là étaient au beau milieu, sans code de la route. Et il y avait descendants de la rue des Moulins, les bouchers qui œuvraient comme ça, avec le sang qui coulait. Donc c'était parfois ragoûtant, certaines rues d'Aix-les-Bains. On l'a un peu oublié. Il y avait quand même une partie moyenâgeuse. Donc ces clients très riches disaient, mais pourquoi vous ne profitez pas des hauteurs on aurait vu sur le lac? Et là, Gaudens Rossignoli se décide, il achète un terrain, et son fameux milliardaire américain, Jesup, a voulu participer. Alors ça, dans l'histoire locale, on dit que Jesup a dit, moi j'ai l'argent, toi tu as l'idée, on fait notre palace. La réalité est beaucoup plus simple que ça. Gaudens n'a pas voulu faire intervenir son milliardaire américain. Il s'est arrangé avec la grosse société de travaux publics d'Aix-les-Bains, qui était la société Bonnat. C'était en même temps le maire. Toutes ces familles, on va dire, se mariaient entre eux. Donc, ça crée une sorte d'élite hôtelière et de propriétaires terriens à Aix-les-Bains. Et donc, en fait, on a retrouvé l'accord écrit en manuscrit entre M. Bonnat et M. Rossignoli, avec les fautes d'orthographe de jadis, mais pas tant que ça, les écritures en plein et déliées, du genre, on convient de créer l'hôtel en 3 ans, à l'ouverture, ça sera 5% le taux pour rembourser, mais pas à moins de 10 000 francs, on ne va pas s'embêter avec de la petite monnaie, hein, donc ça sera par 10 000 francs or chaque fois. S'il advenait que Gaudens Rossignoli ne puisse pas payer, on se réserverait le droit, dit M. Bonnat éventuellement, de prendre une partie de... Enfin, mais vous lisez ça, mais c'est un accord entre 2 hommes qui se font confiance. Il n'y a pas d'acte notarié, il n'y a pas de banque. C'est un projet... C'est un projet colossal qui serait un projet peut-être à 20-25 millions d'euros maintenant, ou plus.
si vous voulez, si on se ramène à la valeur de l'époque et se dire, ces deux hommes se sont fait confiance et ils l'ont créé et ils ont ouvert. Ils ont démarré en 1881 et ils ouvrent en 1884. L'ouverture se fait avec tous les canons du luxe de l'époque. Alors dites-nous, donnez-nous des noms. Qui était là? Alors, il y avait surtout qui était là. Il y avait déjà le téléphone. C'est-à-dire que Gaudin a réussi à faire tirer une ligne de téléphone privé de l'hôtel de Venat jusqu'à son hôtel là-haut, parce qu'Aix-les-Bains n'a toujours pas le téléphone. Il y a le télégraphe, et figurez-vous qu'il y a l'électricité. Or, Edison, le créateur de l'ampoule, a créé l'ampoule 7 ans avant. C'est-à-dire entre 7 ans, l'invention de l'ampoule aux États-Unis, et Aix-les-Bains, 7 ans après, on a un hôtel qui est éclairé à l'électricité. Pas toutes les pièces, et on paye en plus. Mais c'est quand même quelque chose d'avoir l'électricité. Sinon, tout le toit est allumé par des lampes. Voilà, je ne sais plus comment on faisait à l'époque, mais c'était des sortes de lampes à pétrole, et donc on éclairait la toiture et on éclairait tous les chemins. Alors bien sûr, il y a le jour de la réception, il y a les tambours, tout le monde est invité, mais il y a déjà des clients. Donc en fait, je crois qu'il ouvre en mai, mais en réalité, il y a des clients déjà depuis le mois de mars, dont le roi du Danemark, qui est là, mais incognito. Et ça, c'est encore un aspect de la ville d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains sera l'une des très rares villes d'Europe où on fait fi de l'étiquette. Je m'explique. Vous arrivez à Biarritz ou à Deauville, si vous êtes dans un hôtel et qu'il y a une tête couronnée, les drapeaux, selon leur position, indiquent si le roi est là ou la présent. reine est là, présent ou pas. Ce qui implique le protocole, les courbettes, enlever le chapeau, etc. À Aix-les-Bains, ces têtes couronnées vont prendre l'habitude de venir avec des noms d'emprunt. Donc, si on prend par exemple le prince de Galles, c'est Bertie. Sa femme, c'est Alex. La reine d'Angleterre, c'est la comtesse de Balmoral. C'est si drôle. c'est l'impératrice d'Autriche, c'est un autre nom. On sait très bien qui ils sont. Léopold II, il doit s'appeler Cobourg, Monsieur Cobourg. Voilà. Et donc, ça leur permet d'aller au casino. De vivre incognito. Ils vivent leurs vacances à eux. Et ça, c'est vraiment l'atout d'Aix-les-Bains. C'est genre, tout le monde sait, qui sait. Au point que le roi Georges Ier de Grèce, qui va venir presque 20 ans de suite à Aix-les-Bains, au Splendide, il arrive vers une des tables du casino, il est debout, il y a un riche bourgeois lyonnais qui est en train de jouer, qui gagne de l'argent, il a une plaque, mettons, de 100 francs, il se tourne, puis tenez, mon brave, c'est pour vous. Il tend une plaque de 100 francs à Georges Ier qui dit, écoutez, je ne suis pas dans le besoin, mais je la prends. Voilà. Mais je pense que Béatrice a peut-être d'autres choses à nous dire aussi. Ce qui est intéressant avec cet exemple du Splendide et cette entente fabuleuse entre Rossignoli et son ancien patron, j'ai insisté tout à l'heure sur le rôle des Aixois, des médecins qui sont eux souvent des Aixois, des dynasties de médecins. Par contre, pour accompagner cet essor fantastique de notre petite ville, les financiers, les entrepreneurs, les gérants d'hôtels, les architectes seront rarement des Aixois. Ils viennent toujours pratiquement de l'extérieur. J'ai pas de raison à ça, sinon de vous rappeler qu'en 1860, Aix, c'est 4000 habitants. Donc c'est un réservoir humain assez peu important pour trouver les hommes, mais surtout les capitaux à l'échelle d'un tel développement. Et ça, avec les différents hôtels, on voit ça de façon quasi permanente. Et puis on voit des personnalités totalement hors normes, ça c'est certain. Des artistes aussi, on n'a pas parlé d'artistes qui fréquentaient les palaces. Alors moins que les aristocrates. Déjà, ils étaient moins fortunés. Parce qu'ils étaient moins fortunés. Alors, si, il y a Sir East, l'anglais, mais lui, c'est déjà un lord, donc il est riche. Donc, non, Johnny Hallyday et Françoise et Sylvie Vartan, ils sont venus en 1964, je pense. Donc là, on n'est plus à la belle époque. Donc on n'est plus à la belle époque. Mais autrement, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu quand même des artistes qui sont venus, parce que là, les générations des Rossignoli a changé. Donc il y a Gaudens Rossignoli qui meurt en 1912. Il a déjà eu le temps de faire son deuxième palace.
le fils Louis va prendre la succession. Et là, pour rebondir sur ce que dit Béatrice sur le système de financement, Louis Rossignoli, il est le seul fils, l'aîné, et il y a 6 sœurs derrière, donc encore 3 qui sont mineures. Essayez d'imaginer, 1912, vous héritez d'un palace, même de 2, dont un qui est à peine fini, donc qui n'est pas fini d'être payé au niveau bancaire. Et en réalité, les droits de succession, vous avez la veuve, et vous avez 6 filles, dont 3 mineures. C'est-à-dire, il y a conseil de famille pour prendre des décisions. Et là, l'architecte, qui est un architecte genevois, dit à Louis Rossignoli, vous n'allez jamais vous en sortir, faites comme on fait en Suisse, notamment les frères Alexandre Emery, les frères Emery sont 4 frères, ils ont 6 hôtels, tout est prévu, s'il y en a un qui meurt et tout, pour que l'exploitation puisse continuer. Donc il faut se mettre en société anonyme. Donc l'architecte met en relation Louis Rossignoli avec Alexandre Emery, qui lui a le Montreux Palace, et chacun devient administrateur des palaces des autres. Et d'un seul coup, Louis Rossignoli, qui n'aurait finalement peut-être hérité qu'à peine d'un 7e de l'ensemble, devient administrateur des 2 palaces aixois, mais des palaces suisses, puis ils vont prendre le Fontainebleau, ils vont en prendre à Marseille, ils vont en prendre sur la Riviera, ils vont en prendre à Bilbao, et ces 2 hommes vont être à la tête de 31 palaces, en tant qu'administrateurs. Et ça, personne ne le sait. Donc, quelquefois, nos historiens aixois disaient, oh oui, ça a été la décadence après, une fois que Gaudens Rossignoli est décédé, derrière. Non, ça a été un empire incroyable. Sauf que Louis va décéder en 1932 dans un palace à Hyères qu'il gère. Et après, donc de nouveau, c'est la dernière des filles qui s'appelle Isabelle, qui s'est mariée et qui va prendre la direction. Et ça va durer jusqu'en 1956 ou 58 encore. Donc en fait, la vie de ces palaces aixois, c'est sur trois générations de Rossignoli. Et après, on arrive dans ces années 56, 60. C'est une autre forme de vie. Je ne parlerai pas de décadence. Je veux dire, on arrive dans le tourisme de masse. Voilà, c'est ça. Quelle est la bascule? Donc, c'est le thermalisme de masse qui a changé le... Si vous voulez, on est monté à 57 000 curistes à l'époque, mais il a fallu créer des hôtels 0 étoile, 1 étoile, 2 étoiles. Il a fallu créer des meublés. Et pendant ce temps, l'aristocratie est partie ailleurs. Donc, il y a eu faillite de tous ces palaces et au contraire, montée en puissance d'une hôtellerie, je dirais, de grand passage, excusez-moi l'expression. Donc là, on est en quelle année? C'est après on est après la Deuxième Guerre mondiale. On sent que dans les années 50, 60, ça ne sera plus du tout pareil. Et là encore, les habitudes changent. J'ai parlé des moyens de transport et de l'importance du train. Après, l'avion va rendre accessibles les paradis lointains. Il y a toujours des palaces aujourd'hui, mais en un trait d'avion, vous y allez très vite. Et puis, le développement d'un thermalisme social qui va permettre, soyons clairs là-dessus, à bien plus de monde d'avoir accès à la santé par l'eau thermale. On est bien évident, parce que tous ces grands-là, ils vont pas forcément aux thermes. La reine Victoria n'a jamais été dans les thermes, sinon pour les visiter. Elle a été massée par une technicienne thermale, mais qui venait à l'hôtel et qu'elle a même fait venir en Angleterre, tellement elle en a été contente. Mais ils ne venaient pas aux thermes tous, ils venaient là toujours parce qu'il fallait être là et qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour s'amuser et se détendre. Donc on a un changement profond de la nature du thermalisme qui va entraîner un palace. Il vit parce qu'il a une clientèle. Pour faire vivre ces palaces, il y a un nombre énorme de personnel. Si vous ne mettez pas en face la clientèle, ils ne peuvent pas continuer. Donc c'est vrai que petit à petit, ils vont fermer leurs portes. Alors je vois l'heure qui tourne et il reste 10 minutes d'émission. J'aimerais quand même me pencher sur votre livre, Serge Sueur, que vous avez écrit, Palace d'Aix-les-Bains. J'aimerais que vous nous le présentiez. Alors, c'est un ouvrage qui fait quand même 280 pages ou 260 pages, 2 kilos,
2 cm et demi d'épaisseur. Je ne pensais pas que vous alliez nous le présenter comme ça, mais je prends. Ça nous fait rêver, Serge. Oui, mais on l'a fait au format 24 cm 33. On n'a pas pu respecter le format qui était le nôtre avant, parce que l'idée était de toujours rester dans le format A4, de façon à ce que chaque livre puisse rentrer dans la collection de la Société d'art et d'histoire. J'ai bien fait de dire qu'il restait que 10 minutes. Hein? Alors, la Société d'art et d'histoire fait tous ses livres au format A4. Et donc, les 2 premiers livres que nous avons faits étaient au format A4 pour qu'ils puissent se mettre dans la même bibliothèque des Aixois. Et là, le volume des illustrations et de tout ce qui a été retrouvé comme archive ne nous a plus permis de rester dans ce format. Donc, on est passé dans un format plutôt livre d'art. Alors moi, je l'ai pas tout lu, mais en tout cas, j'ai lu quelques pages et j'ai trouvé quand même très intéressant des anecdotes qui sont passées alors à la Belle Époque. La Belle Époque, rappelez les... Béatrice. C'est compliqué cette Belle Époque, parce que historiquement parlant, la Belle Époque, c'est très court. C'est les dernières années du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale. On va dire 1890-1914. Quand on regarde la ville d'Eau, en fait, elle s'enracine début 19e, elle monte en puissance vraiment sous le Second Empire et va perdurer jusqu'à la Grande Crise de 29, voire la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a un peu tendance de parler de Belle Époque pour la ville d'Eau en l'étirant au maximum. Historiquement parlant, c'est très bref, c'est très court. Donc vous, en fait, Serge, dans votre ouvrage, vous retracez quel... Alors, en fait, j'ai pris tout simplement la chronologie depuis 1881 jusqu'à maintenant, puisqu'on parle de la restauration de l'Excelsior. L'Excelsior est resté 70 ans sans faire de travaux majeurs. Donc, il avait tendance à vieillir. Et là, d'un seul coup, il y a des nouveaux copropriétaires, il y a des volontés nouvelles parmi les copropriétaires. Et là, tout le hall d'entrée a été complètement restauré. Ils ont racheté des statues, ils ont remis des vases Médicis. Il y a un magnifique vitrail qui a été renettoyé. Les sols ont été cristallisés. Et ils sont en train de refaire la toiture et les façades pour la modique somme d'1,2 million. C'est des bâtiments protégés, donc ils ont des aides. Voilà, ils ont des aides, oui, puisque les 3 palaces sont classés monuments historiques. Enfin voilà, donc il y a un très gros travail, ce qui fait que maintenant... Ce 3e palace de la trilogie Rossignoli va retrouver le niveau des autres, ce qui fait que dans le cadre des visites organisées par le Fil de l'Eau ou l'Office du tourisme d'Aix-les-Bains maintenant, ces visites sont organisées par la ville d'Aix et je crois que c'est les samedis, parfois les vendredis et les mercredis pour les parcs. Alors on va marquer la dernière pause musicale avec C'est un oiseau qui passe de Rina Ketty. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Oui, dernière partie de notre sujet passionnant d'émission aujourd'hui, qui est les palaces. Je suis donc toujours et heureusement en présence de Béatrice Drouin-Charnot et de Serge Sueur. Alors Béatrice, pour conclure assez rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur un hôtel qu'on n'a pas évoqué et qui a quand même une importance capitale, qui est le Bernascon? Alors tout d'abord, on va commencer par l'Hôtel de l'Europe, parce que l'Hôtel de l'Europe qui a été construit par Alphonse Mottet, maire de la ville d'Aix-les-Bains, entrepreneur de la ville d'Aix-les-Bains, il y avait une communion des actions à ce moment-là phénoménale. Eh bien, Bernascon va diriger cet hôtel pendant 30 ans, mais de main de maître. Ça devait, les discussions et les négociations étaient âpres. Et je finance des travaux, mais tu réduis mon loyer. Enfin, et Bernascon est porté au sommet de la notoriété internationale, puisque c'est lui qui reçoit pour ses 3 séjours, dans l'annexe de l'hôtel, la reine Victoria, en 85, 87 et 90, 1885. Donc c'est vraiment un hôtelier hors norme qui, en 1896, il a 70 ans, je ne sais pas si vous réalisez, est prié de partir. Ils ne sont pas d'accord sur des travaux. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je construis mon propre hôtel. Et il va utiliser ces 4 ans pour construire le plus grand hôtel d'Aix, à qui il va donner son nom. On n'est plus sur les enseignes internationales. C'est
splendide, royal, etc. On est sur l'hôtel Bernascon. 250 chambres. Un hôtel qui a connu un épouvantable incendie il y a 3-4 ans maintenant et qui termine une restauration absolument époustouflante. Et Bernascon, c'est un personnage clé pour comprendre l'hôtellerie aixoise. Pourquoi le gymnase de la ville s'appelle Jean-Marie Bernascon ? Vous n'êtes jamais posé la question ? Eh bien, parce qu'il s'investit dans tous les sorts de la ville, dans les clubs sportifs. Il part faire son marché, le sien, celui de l'hôtel, à pied, il rencontre du monde. C'est un personnage absolument exceptionnel. Et encore une fois, on a l'alliance entre des personnalités hors normes. Je rajouterais que Bernascon a donné des fonds à la ville pour pouvoir créer la première école hôtelière qui s'est appelée l'école hôtelière Bernascon sur les hauteurs d'Aix, boulevard des Anglais. Pour information, mon père est venu de Dunkerque faire ses études à Aix, à l'école hôtelière Bernascon. Aujourd'hui, dans les années 1933-34. Alors là, l'émission, je suis obligée de vous couper, là, l'émission arrive à son terme. Mais vous reviendrez. Parce que c'est un sujet, finalement, on pourrait encore en parler, on pourrait encore faire des heures. Alors vraiment, un grand merci Béatrice Drouin-Charnot d'être venue, Serge Sueur aussi, bien sûr, de nous avoir fait vivre ce temps d'exception, parce que c'est quand même aussi un sacré temps, oui. Donc si vous souhaitez aussi, je voulais rajouter, peut-être que vous pouvez nous dire, Serge, où est-ce qu'on peut trouver votre ouvrage ? Le livre est actuellement disponible auprès des principaux libraires aixois, la Maison de la Presse, les Danaïdes, Chemin Faisant. Vous le trouvez aussi à l'espace culturel Leclerc et il est aussi à Carrefour de Grésy. Voilà, donc un livre passionnant sur les palaces. Si vous souhaitez aussi également participer aux visites de ces palaces, qui sont organisées par la ville d'Aix-les-Bains, par le service d'art et d'histoire, il y a une billetterie, il y a l'office de tourisme qui s'en occupe, qui s'en charge. C'est vendu à l'office du tourisme, enfin je pense encore, parce que je suis maintenant une heureuse retraitée, mais oui, à l'office du tourisme, mais avec une programmation pour les saisons estivales et hivernales. Alors un grand merci à vous. Merci également Jean-Pierre Germain à la technique de nous avoir soutenus. Et bien sûr, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours, même jour, même heure, avec cette fois-ci un passionné du territoire et photographe, Marc Chambre, dont on peut voir l'exposition Vue d'en haut actuellement à la bibliothèque Lamartine à Aix-les-Bains. Alors à très bientôt dans l'épicerie culturelle du territoire et bonne semaine à tous.